qu'on s'est aperçu que la France était en retard par rapport à ses concurrents et surtout par rapport à ses adversaires potentiels. Donc on a accumulé pas mal de retard. Je ne vais pas revenir sur ces sujets éminemment douloureux. Le ministre s'est déjà épanché sur le sujet. Ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que les programmes de drones militaires ne peuvent pas être menés comme des programmes de drones classiques. C'est un peu le défaut de la DGA, que ce soit pour acheter un petit drone de 100 kg ou un missile M51 intercontinental, on déroule un peu la même batterie de méthode et on s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait adapté. Donc du coup, le J4 et la DIF, donc c'est l'association de l'industrie française du drone, se sont dit il fallait faire quelque chose, on ne pouvait pas continuer comme ça. Et donc, ce qui a été décidé, c'était de mener une étude pour proposer à l'État français des éléments de réflexion pour constituer un programme d'ensemble, système de drones tactiques aéroportés français. Donc, on s'est ciblé uniquement les drones et les munitions téléopérées de moins de 150 kg. Donc, l'armée de l'air, ça vous concerne un petit peu moins, mais quoique, ça peut intéresser vos unités de force spéciales. L'objectif, c'était de proposer une feuille de route pour permettre aux forces armées de disposer à terme, enfin à court, moyen et long terme, des systèmes dont elles ont besoin en prenant en compte toutes les problématiques contractuelles, financières, capacitaires, technologiques, etc. et industrielles. L'objectif aussi, c'était de produire en moins d'un an un rapport complet avec des propositions concrètes. Parce que moi, je voulais pas faire un rapport qui allait caler les armoires, comme on en a fait, on en connaît plein, on est des grands spécialistes au sein du ministère. Donc il y a eu plus de 50 industriels qui ont participé à cette étude, certains plus ou moins, voilà. Thales est bien investi, j'ai rien à dire de ce côté-là. Plus l'ONERA, donc c'est un organisme de recherche aérospatiale, l'ISL c'est un organisme de recherche dans le milieu terrestre, plus également un certain nombre de services officiels qui ont participé. On a bien travaillé, on a eu une dizaine de sous-groupes thématiques, on a fait 18 réunions en un an pratiquement. On a également organisé au mois de septembre une semaine de Retex Ukraine où on a eu la chance d'avoir une délégation ukrainienne qui est venue nous présenter leur expérience en matière de drone et je ne saurais encore remercier le colonel Nostrachov d'avoir fait le déplacement de Kiev. Des échanges nourris et riches, bon état d'esprit collaboratif et collectif. Donc on a produit un rapport et donc la priorité a été mise sur une sortie rapide. Donc la forme est peut-être pas super, il y a des paragraphes un peu inégaux, mais enfin on voulait sortir quelque chose vite dans les délais et avec des propositions concrètes, réalistes et vendables. Pas faire un truc, il n'y a qu'à faucon. Bon, c'était l'objectif. La formule a été très appréciée par tout le monde, puisque par exemple pour les industriels, ça leur a donné accès facilement aux services officiels, ça a permis de faire circuler l'information, des échanges entre industriels. Et donc du coup, le GT va se continuer, le groupe de travail continue en 2024 et va même certainement évoluer pour reprendre une forme plus officielle. Donc, je vais aller à l'essentiel. Bon, ce qu'on voit, c'est que les conflits récents font pleinement prendre conscience que les drones MTO, c'est une révolution dans l'art de la guerre terrestre. Il y a eu clairement, il y avait déjà eu des choses lors du conflit irakien, etc. Mais vraiment, le conflit en Ukraine a montré que les drones et ces MTO changeaient la manière dont on conduisait le combat aéroterrestre. Aujourd'hui, n'importe quel fantassin n'est plus à l'abri, qu'il soit dans un trou, dans son char, il peut être frappé. La mort peut venir du ciel à tout instant. Donc ça change vraiment la donne, et en plus, que ce soit des conflits de haute ou de basse intensité. Également, la conclusion, ce qu'on voit, c'est que les drones, d'une manière plus générale, tout ce qui est robotique, parce que les sujets sont quand même un petit peu liés, c'est une capacité technologique et industrielle critique pour garder une autonomie stratégique. Ils peuvent remplacer de multiples systèmes d'armes. On voit que les Américains, par exemple, viennent de supprimer un programme d'hélicoptères, de léger de reconnaissance, parce qu'effectivement, un drone peut tout faire. C'est ce que me disait un jour un gendarme. Il me dit, mis à part les transports de Pax, au niveau de la gendarmerie, un drone peut tout faire. C'est assez factuel. C'est également un point important dans nos sociétés occidentales démocratiques, où on a des problèmes de recrutement de nos armées, et on n'accepte pas les pertes au combat. Donc c'est plus facile d'envoyer un drone en reconnaissance plutôt que d'envoyer une patrouille de fantassins. Ce qu'on voit aussi, c'est que l'armée de terre, à travers la LPM, fait un effort important pour s'équiper en drone et MTO. Traduction, aujourd'hui, elle est un peu à la bourre. C'est ce qui est dit de manière politiquement correcte. Donc il y a des problèmes d'équipement, il y a des problèmes de formation. Mais c'est vrai que l'armée de terre met vraiment le paquet en ce moment sur ce domaine. Donc je pense qu'ils vont vite rattraper leur retard. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a une BITD française qui a des atouts, qui n'est pas consolidée et qui ne pèse pas au niveau mondial ou même européen. Nos plus gros industriels, c'est Parrot. Si vous voulez, la BITD française telle que je l'ai décrit, vous imaginez un marigot. Voilà. Autour, il y a des crocodiles, des gros, les Thales, les Safran, etc., qui sont un peu pâteaux, qui essaient de faire du drone. Après, vous avez une bande de piranhas, c'est tous les petits industriels de l'air, Novadem, qui essaient de bouffer un peu les crocodiles.
Puis vous avez un grand requin blanc qui s'appelle Parrot, qui est le seul industriel français. Donc quand on parle drone à l'échelon mondial, c'est le nom qui vient tout de suite à l'esprit. Mais Parrot a une stratégie simple, lui il vise le marché mondial, le marché français il s'en fout. Mais d'un autre côté, ça marche, parce qu'il produit des drones qui se vendent bien et qui sont performants. Alors pourquoi cette BITD aujourd'hui, elle n'est pas tip-top? C'est qu'il n'y a pas des investissements suffisants. On n'a pas mis assez de fric dans les drones. Donc j'insiste, c'est des drones de moins de 150 kg. Également, il n'y a pas de pilotage. Parce que bon, là, je suis de la DGA, donc je suis bien placé pour le savoir. Mais c'est un peu de l'encantatoire. La formule type de la DGA, c'est nous allons trouver un champion national. Et puis ensuite, on joue au dé pour savoir qui c'est. Puis à chaque fois, c'est jamais le bon qui gagne. Un coup, c'est Safran, un coup, c'est Thales. Tout le monde se plante, etc. À l'arrivée, on n'a pas de champion et on a une BITD qui, au niveau européen ou mondial, ne tient pas la route. Le plus gros industriel, ça doit être Parrot, qui a 40 millions, alors que si on compare, par exemple, DJI, il est à plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires. Aéro-environnement, enfin, les Américains, on est vraiment très loin. Donc, il y a quelque chose à faire. En plus, il y a un problème spécifique sur les drones, c'est la problématique d'économie de guerre. L'Ukraine, c'est 1 million de soldats, et en 2024, ils vont acheter 1 million de drones. L'armée française, elle a prévu d'acheter à peu près 6 000 drones sur la LPM. Quoi. Ça vous donne à peu près l'ordre de grandeur. Quoi. Donc il y a un petit décalage. Il faut produire en masse. Et en plus, le problème, c'est un des enseignements que nous a donné le colonel Nostrachov lorsqu'il est venu, ça ne sert à rien de faire des stocks en temps de paix. Tous les 3 à 6 mois, vos drones, vous pouvez les mettre à la poubelle parce qu'en fait, la techno évolue très vite sur le champ de bataille. Donc ça ne sert à rien de faire des montagnes de stocks de drones en temps de paix. Au bout de 6 mois, ils seront périmés. Et donc, il faut intégrer ça. Capacité de production de masse et tempo d'évolution des technologies très rapide. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Que faire? Ce qui joue, en fait, au travers de cette BITD, c'est le futur du combat aéroterrestre. C'est un point sur lequel on a insisté dans notre rapport. On peut se dire, oui, vos drones, machin, là, c'est des trucs d'aéroclub, c'est pas aussi important que la Rafale, etc. C'est faux. Le combat aéroterrestre demain, ça va être du drone, ça va être de la robotique. Comme je dis, aujourd'hui, l'armée de terre française, c'est 100 000 hommes, 5 000 drones, quoi, quelque chose près. Peut-être que demain, l'armée ukrainienne aujourd'hui, c'est 1 million d'hommes, 1 million de drones. Peut-être que demain, l'armée française, ça sera 50 000 hommes, 50 000 drones aériens et 150 000 robots terrestres. Donc si on n'investit pas aujourd'hui, on va se faire larguer et on sera obligé d'acheter à l'étranger. C'est ça l'enjeu. Ensuite, si on veut de notre autonomie stratégique sur ce point, il faut qu'on prenne des décisions. Parce qu'en France, on a du mal à prendre des décisions, surtout si elles sont un petit peu douloureuses. Donc il faut d'abord structurer la BITD vers un nouveau modèle à définir, hein, qu'on change les anciens modes de désignation, enfin les anciens modes de pensée. Il faut améliorer le processus de contractualisation tel qu'on le fait. Ça prend beaucoup trop de temps. Comme je disais un jour en plaisantant à des camarades de la DGA, si on applique les méthodes de la DGA chez Apple, au bout de 6 mois, Apple a fait faillite. Hein. Donc il faut vraiment qu'on aille plus vite pour contractualiser. Ensuite, il faut mettre en place les ressources financières nécessaires, qui ne sont pas forcément énormes, on ne part pas en milliards d'euros, mais il faut quand même mettre de l'argent sur la table. Donc du coup, on a formulé une vingtaine de recommandations dans ce rapport, non, c'est même pas une vingtaine, c'est 20, avec différents thèmes. Par exemple, on a mis en place, alors on a proposé concrètement un système de labellisation de drone de confiance. C'était prévu dans la LPM de toute manière. En gros, le drone de confiance, c'est être sûr que toutes les données de notre drone ne filent pas à Pékin. C'est quand même un des enjeux majeurs, hein. On le voit bien. Donc on a proposé une méthode pour arriver à ça. On a proposé un système de pacte drone défense parce qu'on s'aperçoit que face à une BTD aussi éclatée, quand on parle avion de combat, bon, c'est facile en France, on va voir Dassault, c'est du bilatéral, hein. On écoute ce que Dassault veut nous vendre, quoi. Enfin, grosso modo, je suis gentil, hein. Il y a des gens de Dassault là, non? Bon, voilà. Hein, il y a des gens de Dassault? Ouais, bah écoutez, hein, c'est un peu la vérité. Hein. Je garde des souvenirs en but, quelques négociations avec des gens de Dassault. Bon, on va être taquin. Donc, si vous voulez, avion de combat, on discute avec Dassault. Les drones, on discute avec qui? Il y en a plein, les gros, les petits, etc. Comment on les contacte? Donc, on a mis en place un système de dialogue. On a proposé de nouvelles logiques d'acquisition de matériel, où on veut commander plus souvent, parce qu'aujourd'hui, en France, on met l'armée de terre, enfin, ou l'armée de l'air, hein, c'est kiff-kiff, met 5 ans à définir son besoin, la DGA met 5 ans à passer son contrat, et l'industriel met 5 ans à développer le truc. Donc le machin arrive au bout de 15 ans. Donc forcément, ça se passe mal. Ensuite, de nouvelles modalités. Donc l'idée, c'est on commande plus souvent des matériels, et surtout, on les commande plus vite, pas au rythme actuel. Également, une nouvelle logique de pilotage de la BITD. En gros, c'est simple, c'est du darwinisme, hein. On n'essaie pas de dire c'est un tel qui va gagner, c'est le meilleur gagne. On passe des commandes, on passe des contrats, les meilleurs l'emportent, survivent, et les autres, ils crèvent ou ils fusionnent.
Certaines dépassent le seul champ d'application des drones, sont applicables à d'autres équipements et systèmes d'armes. Par exemple, on a fait des propositions pour encourager le prototypage. Par exemple, je vais être méchant, mais le système César, grande victoire de, vous allez me dire, c'est une grande victoire de l'industrie française, de la DGA. Hein, c'est une grande réussite. Il faut savoir que le César a été acheté contre l'avis de l'armée de terre et de la DGA à l'époque, pour de sombres affaires. Enfin, je ne rentrerai pas dans le détail. Mais justement, il faut accepter d'acheter de temps en temps des matériels dont on ne sait pas trop à quoi ils vont servir, surtout dans des domaines aussi innovants que les drones, pour après s'apercevoir qu'ils ne sont pas si mal que ça. Donc du coup, le rapport a été diffusé. Donc aujourd'hui, la diffusion est limitée aux gens qui étaient dans le groupe de travail et au service officiel français. Donc à partir, parce qu'il y a un certain nombre d'événements qui sont prévus pour les décliner. On attend les orientations du MINARM par rapport aux propositions, mais a priori, elles sont plutôt favorables. Et on a repris les travaux dès cette année sur de nouveaux thèmes. Par exemple, on va aborder l'intelligence artificielle, l'intégration des drones sur véhicules. On a exclu la LAT des travaux, parce que sinon, alors là, je pense qu'on y passait 3 ans, parce que la LAT, c'est beaucoup plus compliqué encore que les drones, parce que les drones, un drone, c'est un drone, hein, plus ou moins gros, mais la LAT, il y a des problèmes techno, il y a des problèmes d'environnement. Mais on a quand même rappelé son importance par rapport dans le rapport, parce que c'est un point qu'il ne faut pas négliger, c'est la lutte de l'épée et de la cuirasse. Voilà. Donc j'ai été rapide pour la présentation, mais maintenant je suis tout à fait prêt à répondre à vos questions si vous en avez.